Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, consacré à Michel Legrand aujourd'hui, avec toujours Stéphane Le Rouge, qui après nous avoir donné quelques indications sur la musique de film et sur les compositeurs de musique de film, nous a raconté la formation et les débuts de Michel Legrand, formation avec Nadia Boulanger et début avec, entre autres, Maurice Chevalier. Après Maurice Chevalier, la rencontre, même davantage qu'avec Maurice Chevalier, la rencontre importante de Michel Legrand, c'est Jacques Demy. Comment se sont-ils connus et en quoi est-ce qu'ils se sont reconnus ? D'abord, ce sont des deux hommes et deux créateurs exactement de la même génération. Demy était né en 31, Legrand début 32. Donc, ils ont vécu Ce sont deux hommes de la même génération. Demy était né en 31, Legrand en 32. Et ce sont deux hommes qui ont vécu simultanément, qui ont des émotions symétriques pendant l'occupation, ce qui est très important. L'un à Nantes, l'autre en partie à Paris et en Mayenne, dans la campagne, où la famille de Legrand s'était exilée. Et c'est une rencontre qui est vraiment née au destin. Le premier compositeur de Jacques Demy, sur son premier film, Lola, c'était Quincy Jones. Quincy est venu à Nantes, il était très enthousiaste, il rêvait d'écrire pour le cinéma, il avait 27 ans à l'époque. Et puis il était en France pour une tournée, le producteur américain de la tournée a fait faillite, Quincy et ses musiciens ont dû rentrer aux États-Unis et Demy s'est retrouvé sans compositeur. Et Quincy Jones m'a dit, mais finalement ça a été une bénédiction pour mon ami Legrand, parce que si j'avais fait Lola, j'aurais continué, et avec moi, ça aurait donné plutôt les parapluies de Harlem. Et donc, à défaut de Quincy, Legrand rencontre Demy sur un film qui est déjà tourné, sur un film sur lequel il faut une chanson qu'il faut écrire a posteriori. Et je pense qu'il va y avoir donc une entente générationnelle, l'envie chez Demy d'écrire évidemment des films musicaux en cinémascope, en couleur, avec des chansons, avec des ballets. Et Legrand, qui a écrit des partitions intéressantes jusqu'alors, notamment la partition pour un film d'un documentaire de Reichenbach qui s'appelle L'Amérique insolite, va comprendre qu'avec Demy, il va pouvoir faire ce qu'il rêve de faire depuis toujours au cinéma, c'est-à-dire, pour lui, élève de boulanger, pour lui, enfant bouleversé ou adolescent bouleversé par la découverte du bebop, par un concert de Dizzy Gillespie à Pleyel, donc en 1948, concert auquel Claude Sautet assistait également, d'ailleurs, il était dans la salle. Legrand va se dire, à travers Demy, je vais réussir à faire cette fusion de toutes ces cultures que j'ai en moi. Parce que Legrand, c'était ça. Il a fait ce choix qui est de ne pas choisir entre tel ou tel langage. Il avait une sorte de mantra qui revenait tout le temps. Il me disait tout le temps, mais finalement, à mes yeux, un très beau tango, une très belle bossa nova a autant d'importance que certaines œuvres de Wagner. Ça fait cette volonté de ne pas hiérarchiser les langages, les esthétiques musicales. Et c'est ce qu'il a réussi, je pense, avec Demy. Quand on voit les parapluies, c'est une partition qui couvre un éventail de langages et qui même fusionne ces langages en une seule voix, qui est celle du compositeur. Et le moins qu'on puisse dire, c'était qu'a priori, ça n'était pas une affaire très facile à faire connaître et à faire apprécier. Or, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire que le film, oui. cette œuvre à quatre mains, si je puis dire, de Jacques Demy et de Michel Legrand, n'était pas tout à fait dans l'attente du public ni dans le goût de l'époque. Enfin, c'est quelque chose qui a précédé l'envie du public. Non, puis surtout le vrai parcours du combattant, puisque le film est un prototype, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antériorité, on ne peut pas rapprocher vraiment les parapluies dans sa forme, dans son traitement d'un exemple antérieur. Donc, ça a été le parcours du combattant pour trouver un producteur, après pour faire financer la musique, parce qu'il fallait que la musique soit évidemment enregistrée en amont du premier tour de Manivelle. Donc, c'était des coûts énormes pour financer 1h30 de musique avec orchestre, avec ses chanteurs. Donc, ça a été très, très compliqué. Et Legrand
disait toujours, finalement, les grands succès ne se font pas avec, ils se font contre. Contre l'inertie, contre le scepticisme, une forme de conservatisme des décideurs qui voudraient évidemment qu'il y ait avoir déjà un repère qui était un succès avant de valider tel et tel ou tel projet. Et donc finalement, il me dit ça a été presque une sorte de joie ou de volupté un peu monticrucienne, à la Monte Cristo, de voir tous les producteurs qui avaient refusé les parapluies, qui, après le succès mondial et la Palme d'Or à Cannes et le prix Louis Deluc, etc., et l'Oscar, ensuite venir les voir en disant « Et si on faisait finalement le fils des parapluies de Cherbourg ?» Oui, les ombrelles de Saint-Nazaire. Donc, les parapluies, les demoiselles de Rochefort, ouais. Peau d'âne, Lola d'abord, vous l'avez dit, puis Peau d'âne, et puis d'autres cinéastes, Rappeneau, ouais. avec deux des, à mon goût, des deux meilleurs films de Rappeneau, qui sont La vie de château et Les mariés de l'an 2. Ouais. Mais qui ont un point commun. Enfin, est-ce que tous ces films, ceux de Demy et ceux de Rappeneau, n'ont pas un point commun qui est la gaieté, je dirais. Alors, la gaieté et la gaieté triste. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire que chez Demy, je pense que Demy, c'est vraiment... son cinéma est une dragée au poivre géante. Il y a un aspect coloré, couleur pastel, une joie apparente et qui camoufle des sentiments très violents, très tranchés, très complexes, des larmes, du soleil et des larmes mélangées. Et quand on disait à Legrand, mais finalement, Les Demoiselles de Rochefort est le film peut-être le plus euphorisant de ta collaboration avec Demy, Michel disait oui, c'est vrai, et en même temps, j'ai essayé d'y injecter. Il y a une part de solitude, il y a un personnage de serial killer qui s'appelle Dutroux, il y a des militaires qui serpentent la ville, il y a un personnage assez désagréable qui s'appelle Guillaume l'Ancien, qui est l'amant de Deneuve au début du film, qui tient une galerie. Et voilà. Et donc, même dans un film ensoleillé, il y a quand même un arrière-fond de tristesse et de oui, larmes. Mais c'est euphorisant parce que ça n'est pas nié, parce que ça n'est pas nié et parce que ça ne nie pas non plus le fait qu'il y ait dans la vie de la tristesse, mais c'est une tristesse qui semble être surmontée par la tonalité générale du film ou par le souvenir qu'on garde de ce film qui sans doute abolit les passages les plus sombres. Alors, Michel Legrand, musique de film, Michel Legrand, chanson. Oui. À partir de quand écrit-il des chansons ? À partir de quel moment les chante-t-il lui-même et qu'est-ce qui le pousse à le faire ? C'est très curieux. Lui a toujours pensé qu'il y avait presque un syndrome de chaîne, c'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit avec Claude Nougaro à leurs débuts respectifs. Nougaro, qui allait devenir lui aussi une découverte, une signature Jacques Canetti chez Philips. Et ils écrivaient des chansons pour des interprètes, comme Dario Moreno, par exemple. Et c'est Michel qui a poussé Nougaro à devenir vraiment interprète et à créer lui-même leur propre création, le cinéma, les Don Juan, le Rouge et le Noir, etc. Et Legrand m'a dit, à un moment donné, Brel m'a appelé en me disant « Tu vas faire la première partie de mon spectacle comme chanteur ». Et Legrand lui a dit « Mais enfin, je ne suis pas chanteur ». Et Brel lui dit « Non, mais je ne te demande pas ton avis, tu vas le faire ». Et finalement, Legrand m'a dit « J'ai écouté Brel, tout comme Nougaro m'avait écouté quand je l'avais poussé à chanter ». Et donc, Legrand va sortir de l'ombre, il est juste un compositeur de chansons, un compositeur pour l'image, qui va finalement devenir interprète des chansons qu'il a écrites avec un complice parolier, homme délicieux, plein d'esprit, qui s'appelle Eddie Marnay. Et donc, ils vont écrire ensemble à 80 2 albums qui vont sortir chez Philips en 64 et 65, et le premier qui s'intitule « Michel Legrand chante et s'accompagne ». Et moi, j'ai une vraie admiration pour ses chansons, pour Legrand, pour sa voix, pour sa tessiture, pour la fantaisie qu'il a. Il a 32 ans et je sais pas. Il y a un univers, il y a à la fois du lyrisme, il y a à la fois du swing. Quand sa balance est restée une des chansons emblématiques, je sens que vous allez vouloir la chanter, Philippe. Non, je voudrais pas infuser ça. En plus, c'est une voix reconnaissable à la première note. Bien sûr. Ce qui n'est pas toujours le cas de chanteurs, même excellents. Est-ce que,
Qu'est-ce qu'il a le plus, qu'est-ce qui a le plus intéressé les États-Unis dans le travail de Michel Legrand? C'est plutôt la musique de film, c'est plutôt la chanson, ou c'est autre chose? Ou c'est lui qui est allé au-devant? Non, il a eu la chance d'avoir très jeune une chanson qu'il a écrite aussi avec Eddie Marnay, qui s'appelle La Valse des Lilas, qui est devenue, qui s'est été réappropriée, vampirisée par un grand auteur américain qui s'appelle Johnny Mercer, et qui est devenu Once Upon a Summertime, qui est un jeu de mots renversant de poésie. Et donc ça a installé Legrand. Après, il y a eu l'album I Love Paris, il y a eu son album Le Grand Jazz avec Miles Davis, Bill Evans, Ben Webster, Coltrane. Et puis, le cinéma, à la fin des années 60, je pense que Legrand voyait l'exemple de Maurice Jarre, qui était un peu plus âgé que lui, qui s'était installé à Los Angeles en 64, et rompant avec Franju et avec les années TNP, puisque aussi Villard venait de quitter le TNP et d'être remplacé par George Wilson. Donc Jarre s'était dit c'est peut-être le bon moment pour partir. Legrand, quelques années plus tard, s'est dit bon, la nouvelle vague est sur une forme de reflux. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je tente l'aventure à Los Angeles? Et je pense que justement, le cinéaste Damien Chazelle m'a dit, pour moi, américain et en partie aussi français par ma mère, je trouve que Legrand représente quelque part la fusion idéale de nos deux cultures. C'est-à-dire on a l'impression que c'est un peu un fils de Rameau, mais qui serait né un peu dans le Bronx ou qui serait né à Harlem et qui a quand même la pulsion rythmique du jazz et notamment du bebop dans les veines. Et voilà. Et je pense que c'est exactement ce point de convergence qui a intéressé Hollywood. Et lui, qu'est-ce qui l'a intéressé à Hollywood? C'est très curieux. Donc, quand on a fait le livre, c'était un des chapitres les plus, je dirais pas compliqués, mais des plus... le dosage était difficile parce qu'il voulait raconter à la fois l'euphorie d'Hollywood, l'euphorie de cette vie américaine qu'il avait rêvée et sans doute fantasmée en étant de l'autre côté du miroir, en étant en Europe. Et c'est vrai que le début l'a fasciné, cette espèce de vie en Technicolor, cette vie californienne où les saisons ne passent pas, on vit dans une sorte presque d'été permanent, c'est-à-dire que les saisons sont beaucoup moins tranchées, contrastées que chez nous en Europe, en France. Cette espèce de vie où brusquement chaque studio, MGM, Paramount a son orchestre, il n'y a pas de limitation pour les budgets, on peut avoir les musiciens que l'on souhaite, enfin, tout va bien. Et puis en même temps, il y a cette impression d'un temps immobile et cette impression aussi que on fait les choses pour les faire, mais les choses sont sont plus un moyen qu'une finalité. Et la finalité, c'est la réussite sociale et c'est le culte de l'argent et du capitalisme. C'est-à-dire avoir une très belle villa, une encore plus belle villa, une encore plus grande piscine, etc. Et que Legrand a fait cette dépression très grave. Et jusqu'au moment où le livre est sorti, il ne voulait pas en parler. Et il s'est dit, est-ce que je parle de cette fascination que j'ai eue pour Hollywood et en même temps de ce rejet que j'ai eu à un moment pour Hollywood? Et je lui ai dit, mais Michel, si tu n'en parles pas aujourd'hui, à ce moment de ta vie, on va faire ce livre, quand en parleras-tu? Et voilà. Et on a passé vraiment beaucoup de jours où il m'a expliqué les raisons et finalement d'avoir rêvé de cette installation. Il a passé 2 ans et demi à Hollywood, il a fait cette dépression, il est revenu en France. Et il a réussi, ce qui n'est pas un mince exploit, à continuer à travailler pour Hollywood, mais sans plus y vivre, c'est-à-dire en faisant des allers-retours. Ouais. Quel film, avec ou sans S, faut-il citer pour illustrer les meilleurs moments de sa collaboration avec Hollywood? Bon, évidemment, s'il fallait des films un peu, disons, des choix un peu évidents, c'est forcément l'affaire Thomas Crown ou Un été 42. Ou plus tard, Yentl avec Barbra Streisand, qui a été pendant longtemps sa voix américaine d'élection. Et dans les films un peu moins connus, je citerai un film très ambitieux, pas complètement réussi, de Sidney Pollack, qui s'appelle Un château en enfer, Castle Keep, oui. Qui est un film qui est à la fois un film de guerre, mais un film de guerre métaphysique, dont le sujet serait quelle est la valeur des œuvres d'art dans un contexte de guerre. Voilà, un film avec Burt Lancaster et Jean-Pierre Aumont. Oui, Jean-Pierre Aumont jouant le rôle d'un aristocrate, d'un châtelain qui a une belle collection, et Burt Lancaster est à la tête de gens qui sont censés gagner la guerre, et qui s'intéressent essentiellement à gagner la guerre. Il y a en effet, le film est tout à fait étrange. Au fond,
il n'a pas besoin d'être réussi pour qu'on ne l'oublie pas. Non. D'ailleurs, je l'ai vu une seule fois et je m'en souviens comme vous venez de le voir. Orson Welles. Ouais. Alors Orson Welles, collaboration française par Reichenbach en 74 sur un film qui s'appelle F for Fake. On parle des œuvres d'art, là c'est un film sur les faussaires en art, et un grand faussaire qui s'appelait Elmire de Hory. Et Welles a rattrapé Legrand de façon absolument saisissante sur les derniers mois de la vie de Michel. On était en 2018. Welles avait tourné un film entre 70 et 76 qui s'appelle The Other Side of the Wind. Et une production américaine a réussi, on pourrait faire une émission là-dessus de 3 heures, à racheter les droits du film, à renouveler les droits auprès de la succession Welles, et à retrouver le matériel technique, images et son, matériel qui était éparpillé entre les États-Unis, la France et l'Iran, puisque le film avait une coproduction iranienne. Et donc, ils ont mis sur le film une équipe de monteurs pour finaliser ce film. Et dans un agenda de Welles, ils ont retrouvé une mention manuscrite de la main de Welles, « Call Legrand for the Music », mention de 73. Et ils ont rappelé Legrand en 2018. Et donc, 45 ans plus tard. Et Michel était très troublé par... Alors, il était touché, il se disait, mais c'est une façon finalement d'inverser le cours du temps. Et il s'est attelé à ce film en 2018, en étant déjà très fatigué. Il a écrit la musique du film. Le film devait aller à Cannes, donc il a eu une pression énorme. Il a tout écrit en un mois, en sacrifiant plusieurs nuits de sommeil. Il est allé ensuite faire un concert à Saint-Pétersbourg. Il avait 86 ans à l'époque. Il est revenu en France et il a fait une grave pneumonie. Il a été hospitalisé. On était à une semaine de la séance d'enregistrement. Il était clair qu'il ne pourrait pas prendre part à la séance. Dans un moment où il s'est réveillé, sa femme, Macha Merrill, lui a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et il a dit « Faites l'enregistrement sans moi ». Et l'enregistrement a eu lieu pour la première fois sans la présence du compositeur. Donc il aurait pu au moins être là, mais derrière la console avec un chef. Là, il n'était pas là du tout. Donc l'enregistrement a eu lieu sans lui. Et à un moment donné, Macha Merrill nous a envoyé au premier cercle un SMS disant « Il est à l'hôpital, les médecins vont le détuber aujourd'hui ». Et il y a 2 options. Soit ses organes vitaux recommencent à fonctionner. Et là, les choses vont s'améliorer. Et si ce n'est pas le cas, il faut s'attendre à une très mauvaise nouvelle d'ici la fin de l'après-midi. Et vous êtes en studio, il y a une musique qui est là, une musique qui explose de vie, de vitalité, parfois même d'insouciance. L'encre est à peine sèche sur le papier à musique, et le compositeur est à quelques kilomètres entre la vie et la mort. Et Michel s'en est sorti, la musique a été enregistrée, le film a été mixé, Michel a présenté le film à l'automne 2018, et il est parti quelques mois plus tard. Donc sa dernière partition est le fruit presque d'une... C'est-à-dire qu'il a abouti le film posthume d'un géant de l'histoire du cinéma, et il a vécu cette expérience unique et qui est déjà une sorte de pré-dialogue avec l'au-delà, c'est-à-dire de collaborer avec un cinéaste disparu. Et je lui dis, mais comment tu fais ? Parce que là, tu n'as pas de dialogue, tu n'as pas d'échange, tu n'as pas un jeu de ping-pong avec un cinéaste qui te dit ce qu'il attend. Et il dit non. Il me dit, ça me trouble beaucoup parce qu'à chaque succession d'accords, à chaque modulation, à chaque renversement, je me dis, mais comment aurait réagi Orson Welles ? C'est-à-dire que sa responsabilité de créateur, de compositeur de musique était décuplée. Ce film existe. On s'est beaucoup engueulé, enfin en tout cas avec notre cher Bertrand Tavernier, parce que Bertrand me disait, je ne veux pas voir le film. Parce que le film n'a pas été monté par Welles et ça ne peut pas être... Donc le matériel tourné, c'est du Welles, mais pas le montage. Et le montage est une étape tellement décisive de l'écriture filmique que finalement c'est un demi-film de Welles et j'ai trop peur d'être déçu, je ne veux pas voir. Je vous propose que sur cette alliance posthume d'Orson Welles et de Michel Legrand, nous nous quittions, mais tous nos auditeurs trouveront d'une part les références au livre que vous avez coécrit avec lui, et puis aussi, mais vous allez peut-être nous en dire un mot maintenant, à tout le travail d'édition ou de réédition des musiques de films que vous avez fait et qu'on peut trouver de diverses manières. Peut-être c'est le moment, oui, avant de nous quitter, que vous nous en disiez quelque chose. Non, effectivement, vous avez raison, Philippe, le livre, donc j'ai le regret de vous dire oui, chez Fayard, qui est reparu ensuite en édition de poche, donc avec une nouvelle postface. Et puis on a parce que Michel a eu le temps de boucler des chapitres et de terminer des travaux en cours
sur vraiment l'année 2018. Donc, c'est ce film de Wells. C'est aussi la version scénique de Podane qui a été créée à Marigny en octobre de cette année-là. Et puis, c'est un coffret que l'on a fait, qu'on a conçu là aussi à quatre mains, un coffret de 20 CD qui s'appelle Les Moulins de son cœur et qui est justement une espèce de parcours un peu chronologique où on part des années d'arrangement, des années Canetti, des années chansons, on traverse la nouvelle vague, Miles Davis, pour arriver justement jusqu'à The Other Side of the Wind. Et quand on a terminé ce coffret, Michel m'a regardé malicieusement. Il m'a dit « Mais finalement, tu n'es pas en train de faire une nouvelle anthologie me concernant. Tu prépares mon sarcophage. » Et bon, voilà. Et on l'écoute avec un peu de tristesse, mais on l'écoute aussi avec beaucoup d'euphorie parce que c'était un homme qui aimait profondément la vie. De toutes les chansons que Michel Legrand a composées, est-ce qu'on sait quelle est celle ou quelles sont celles qui ont le plus de traductions et donc de succès à travers le monde? Je pense que c'est forcément les classiques. C'est Les Moulins de mon cœur, c'est la valse des Lilas, c'est la chanson d'un été 42, évidemment. Et puis c'est cette chanson des Demoiselles de Rochefort, qui s'appelle la chanson de Maxence, qui a eu un texte, une adaptation du couple américain Alan et Marilyn Bergman, adaptation libre, qui s'appelle You Must Believe in Spring. Il faut croire au printemps. Et Michel, lui, sur cette dernière chanson, il était très attaché c'est aussi le même schéma que Wells, une chanson posthume, qui s'appelle Mon dernier concert. C'est un texte que lui avait apporté Hélène Nougaro, texte de Nougaro mais vierge de musique. Et Michel, après la mort de Nougaro, il a collé une musique. Et sur cette musique, a écrit une orchestration quasiment post-ravelienne. La chanson s'appelle Mon dernier concert et elle se termine sur cette rime bouleversante. Mon dernier concert sera-t-il donné à tombeau ouvert ou guichet fermé? Stéphane Le Rouge, merci. Merci Philippe.